Peut-être, Bonjour bah, Emmanuel. bonjour, bonjour Liliane, Julie, Pierre. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, hein, ce matin, dans vos présentations. Je trouve c'est vraiment parfait comme, pour, faire cette dernière matinée et beaucoup aussi, je pense, d'idées pour la suite, hein. Alors, j'en ai noté, je pense qu'on peut pas en discuter comme ça en un quart d'heure, mais, je pense que finalement, ces 3 présentations-là, alors c'est vrai qu'on n'a pas réussi à ce qu'il y ait beaucoup de présentations de tous les pays francophones. C'est bon, on fera mieux à la prochaine édition du colloque, mais je crois qu'on voit bien là l'intérêt de favoriser des collaborations à plusieurs et en particulier donc les communautés d'apprentissage dont vous venez de parler. J'ai pas de questions, hein, c'était plus pour vous remercier et puis, laisser le temps à tout le monde de se remettre de tout ce que vous venez de dire. Alors je laisse Nathalie, tu me dis quand tu veux que je fasse parler d'autres personnes et puis on peut vous faire devenir, intervenant, hein, dans les cas voilà. Je ne vois plus les questions. Alors si tu peux Ah, prendre, Emmanuel? d'accord. Donc il y a Isabelle Vaugelin qui demande la parole. Oui, je peux y aller? Oui. D'accord, merci. Merci beaucoup pour ces présentations. Effectivement, ça donne envie de faire plein de collaborations, au moins entre la France et le Canada. C'est vraiment super, c'est très, très riche et j'ai pas du tout digéré, tout l'ensemble de ce que vous nous avez apporté. Par contre, j'aurais, un petit commentaire, par rapport à ce que Liliane a raconté, sur les problèmes de la transition écologique, où effectivement les interventions dans les classes quand on parle des exoplanètes, très souvent, en tous les cas, c'est mon expérience, les jeunes et même les plus jeunes disent, si on joint ça à des problèmes d'habitabilité et tout ça, donc des problèmes, liés aux modifications que les hommes sont en train d'apporter, sur la Terre. J'ai très, très, très souvent la réponse, «Ah oui, mais les astronomes, vous avez trouvé plein d'exoplanètes de partout. Si la Terre n'est plus habitable, ben, on ira en voir une autre» et ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel j'essaye maintenant, carrément de lutter pour plusieurs raisons. D'abord pour, parce qu'effectivement, on n'a pas les capacités à couvrir les distances qu'il faudrait pour, aller là-bas. Ensuite, s'il part, 100 000, 10 000, voire 100 000 personnes, il en restera 7 000 000 sur terre. Ensuite, on ne pourra pas, sauver tout ce qui est le vivant sur terre, donc c'est, j'ai tout cassé, mais cette fois débrouillez-vous et tous les autres, vivants et je parle du vivant, je ne parle pas des humains, hein, que ce soit la faune, la flore, la plus petite bactérie et tout ça. Donc ça m'amène à discuter, très souvent là-dessus avec les jeunes sur des questions éthiques. Est-ce qu'on peut envisager de bousiller notre planète pour, se dire: «Bah, ça fait rien, les astronomes nous en ont trouvé d'autres», alors que, à côté de ça, ben, on se rend très bien compte des calamités qu'ont été les colonisations, qui ont été faites sur terre et envisager que vraiment c'est tellement anthropocentré de se dire, bah, il y a quelque part une planète dans l'univers qui attend que l'espèce humaine arrive et que, voilà, elle s'installe, au mépris de tout ce qui pourrait être présent à ce moment-là et au mépris de tout ce qui pourrait, éventuellement se développer plus tard, dans cette, nouvelle planète. Donc, est-ce que vous avez déjà eu votre réaction par rapport à ça? Merci. Merci Isabelle pour ce beau témoignage. En tout cas, moi, j'ai un fils de 19 ans qui joue beaucoup aux jeux vidéo et je peux penser peut-être que les jeunes qui pensent ces éléments-là ont joué peut-être à des jeux vidéo justement qui montraient différentes possibilités des exoplanètes pour aller s'établir. Mais je me dis, ces jeunes-là, peut-être, ils vont aller polluer les autres planètes. Et là, ça va être comme ils vont se promener de planète en planète. Ça va finir quand, cette migration? Donc, je pense qu'il faut vraiment apprendre aux jeunes à prendre soin de la Terre. Je pense qu'il faut les ramener vraiment sur la réalité, sur le jardin de la Terre. C'est magnifique. On a une planète magnifique. Il faut faire découvrir cette planète-là. Je pense qu'il faut leur montrer les beautés de la planète Terre pour justement
développer cette affection. Puis, je n'ai pas parlé dans ma présentation, bon, évidemment, j'aurais besoin peut-être de plus de temps, mais un pédagogue qui m'inspire beaucoup, c'est Pestalozzi, qui dit que notre enseignement devrait toucher en fait le cœur, la main, les mains et la tête des élèves. Et dans mon analyse des pratiques gagnantes, en fait, en enseignement des sciences, technologies, environnement, je promeus justement de toucher la tête, les mains, mais aussi le cœur des élèves. Et je pense qu'on a peut-être trop négligé le cœur dans notre approche éducative. Et je vous invite, en tout cas, comme enseignant, à développer plus ce lien-là avec le cœur des élèves. Isabelle, j'espère que ça répond un peu à votre Oui, oui, question. merci, tout à fait. Et effectivement, pour moi, c'est vraiment la question de droit. Est-ce qu'on a le droit d'envisager d'aller polluer ailleurs, enfin faire l'effet boule de neige dont vous parliez? Même si, du point de vue capacité technologique des hommes, c'est complètement une aberration dans l'état actuel des choses. C'est vraiment la pensée. Et franchement, comment on peut avoir l'idée de se dire, de se donner le droit d'aller Mm. casser Mais quelque c'est peut-être chose ailleurs? une notion de responsabilité aussi qu'il faut développer chez les élèves. On a peut-être des droits, mais on a aussi des responsabilités. Il y a juste un commentaire de Jean Strajny qui dit qu'en ce moment, ce sont plutôt les jeunes qui exhortent les vieux à se préoccuper de la Terre. Et par ailleurs, je pense que des fois, des commentaires comme ceux que vous évoquez, Isabelle, c'est aussi l'angoisse que peuvent avoir des jeunes actuellement, hein. Peut-être certains n'aiment plus vivre sur la Terre. On va peut-être pas prolonger cette discussion qui nécessiterait vraiment tout un travail. Il y a juste Emmanuel Boyer, je crois, hein, est-ce que vous voulez réagir à propos des nouvelles de science-fiction? Attends, je vais essayer juste de voir si je peux rapidement. Je vous donne la parole si vous voulez. Emmanuel Boyer. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche, ça marche. Vous m'entendez? Oui. Alors, oui, nous, justement, pour aborder toutes ces problématiques, et comme disait Liliane, finalement, je me rends compte que nous, on a créé donc, cette communauté d'enseignement avec notre équipe éducative sur notre classe de seconde. Et c'est vrai que ça nous a permis d'envisager tous les enjeux, tous les problèmes possibles, parce qu'on avait tous des regards très différents venant de disciplines différentes. Alors nous, c'était en lycée, donc c'était un degré peut-être un peu au-dessus. Et c'est sûr que ce qu'on a vu, c'est que tous ces termes sont abordés dans les nouvelles de science-fiction. Alors c'est sûr que pour les élèves, on ne va pas leur faire lire des grands romans, mais comme disait notre collègue de français, vous tracassez pas, j'irai chercher dans les nouvelles de Clark et je trouverai. C'est-à-dire que là, il y a vraiment matière à réflexion et à réfléchir dans toutes les disciplines, en fait, hein, puisqu'il y a toujours des... C'est une habitude aussi d'aller chercher Ailleurs. des sujets à explorer, quoi. Juste une question qui a été posée, je vais me permettre d'y répondre. C'est par rapport aux références à Vygotsky que vous avez fait beaucoup dans vos 3 présentations. En fait, la question, c'était est-ce que c'est remarqué qu'en France, il est apparemment moins connu, au moins pas parmi les médiateurs. Je pense que la réponse, c'est que Vygotsky est très connu dans tous les milieux de recherche en didactique internationalement, hein. Et là, vous 3, en fait, vous êtes connectés à ça. Effectivement, parfois dans les enseignants et médiateurs, ça peut être moins connu. Je ne sais pas si au Canada, on peut considérer que tout le monde connaît Vygotsky, ou est-ce que pareil, c'est quand même dans les milieux de recherche? C'est d'abord dans les milieux de recherche. Une chose très intéressante à dire à propos de Vygotsky, il y a une certaine controverse qui est apparue il y a quelques années parce qu'on s'est rendu compte que les traductions en français de ses œuvres avaient été plus ou moins bien faites. Et donc, il y a même certains chercheurs qui constatent que par rapport aux versions d'origine russe, et quand on les compare avec les versions françaises auxquelles on a accès, la pensée de Vygotsky aurait été un peu trahie par les traducteurs. Vous connaissez le mot italien, le traducteur traître, mais là, il semblerait vraiment qu'il y a eu des erreurs. Donc, dans le cas de Vygotsky,
c'est intéressant parce qu'il est possible que de nouvelles traductions plus rigoureuses vont faire en sorte que sa pensée va être légèrement différente de ce que l'on croit qu'elle est. Alors ça, c'est une chose à suivre, mais effectivement, Vygotsky n'est quand même pas d'accès facile. Et donc, je dirais que c'est peut-être quelque chose qui, pour l'instant, est réservé aux chercheurs. Je pense que les praticiens auraient avantage à se frotter un peu à cette pensée-là, mais c'est à prendre avec un grain de sel, je dirais. Liliane? Ben, moi, ça fait... En tout cas, j'ai découvert Vygotsky, je vous dirais, à la maîtrise. Ça fait quand même plusieurs années. Je pense qu'en fait, on présente souvent Vygotsky aussi en complément avec les recherches de Piaget. Et ce que fait en fait Vygotsky, c'est qu'il a amené la notion de zone proximale de développement. C'est qu'en fait, un apprenant va apprendre au contact d'un père plus compétent, mais d'un père plus compétent qui va l'amener dans sa zone et qui va l'inviter avec des notions, qui va construire le savoir en interaction aussi avec cette personne-là. Et quand on a des travaux interactionnistes, des travaux, par exemple, comme moi, j'ai étudié, bon, j'ai travaillé beaucoup en communauté d'apprentissage, c'est certain que le Vygotsky est très intéressant parce qu'on construit socialement la connaissance, le savoir. Donc, c'est un peu l'élément intéressant quand on fait des études avec une méthodologie participative d'intégrer Vygotsky dans notre épistémologie, donc dans le fait que les humains, on apprend avec nos contacts sociaux et les contacts sociaux dans le fond, ils peuvent se multiplier dans une communauté d'apprentissage, dans une salle de classe. Donc, je dirais qu'au niveau de la recherche, c'est connu. Et de plus en plus, moi, je remarque que les enseignants en Ontario connaissent Vygotsky. En tout cas, nous, dans la formation des maîtres à l'Université d'Ottawa, on en parle quand même, on en parle régulièrement. Oui, je pense. Julie, tu veux compléter? Oui. Non, pas nécessairement. Je ne suis pas dans le milieu académique. Mais il y a la question par rapport à la culture autochtone. Est-ce que je peux la prendre rapidement? Oui, tout à fait. Tu peux la redire et la reprendre. Oui, mais il y a quand même une longue question dans le QAR présentement là, par rapport Voilà. à l'observation du ciel, justement, pour les cultures autochtones. J'en avais parlé dans l'atelier jeudi, justement, où je présentais le programme canadien, puis en montrant que c'est un changement qui s'en vient sur les connaissances autochtones qui sont intégrées dans les programmes scolaires au fur et à mesure qu'ils sont réformés dans les dernières années. Mais c'est très inégal encore dans les provinces, mais je vous dirais que c'est vraiment pas des connaissances qui sont courantes partout au Canada, dans le sens que moi, j'ai grandi en connaissant très peu. En fait, on apprend un peu sur les peuples autochtones, mais très peu, puis c'est vraiment une lacune et c'est quelque chose qui est amené à changer, mais surtout les connaissances autochtones en astronomie, ça n'a pas été, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Et moi, c'est un point que j'aime beaucoup parce que justement, c'est de reconnecter les jeunes, en fait, de reconnecter pas juste les jeunes, mais tout le monde à la nature. C'est très présent dans les connaissances autochtones, justement, le place-based, d'aller sur le terrain, de se reconnecter. Puis ça, moi, ça me rejoint beaucoup, juste l'idée de reconnecter les gens aux étoiles. Ça va avec le défi, là, même le module qu'on avait créé, le module éducatif, là, lever les yeux vers le ciel. Donc, je trouve que ça, c'est un domaine très riche pour amener les jeunes à redécouvrir le ciel, redécouvrir leur environnement, se reconnecter à leur environnement, mais le ciel. En fait, tout ça en même temps, en allant dehors, en vraiment l'expérientiel. Et moi, c'est un sujet, je trouve ça intéressant, la présentation de Liliane, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je trouve que c'est très riche, ça peut amener beaucoup de connaissances de différentes cultures aussi de cette façon-là. Alors voilà, je voulais juste mentionner ça, mais c'est vraiment pas des connaissances qui sont répandues présentement au Canada. On essaie de plus en plus d'amener les connaissances autochtones dans les programmes scolaires, mais je dirais qu'on débute. Donc, la plupart des jeunes Canadiens ne connaissent pas. Julie, tu peux peut-être ajouter que Hilding Nielsen à l'Université de Toronto vient de lancer un appel pour créer un poste, pour créer un site Internet qui va regrouper les connaissances astronomiques des Premières Nations au Canada. Je pense que tu es impliqué là-dedans. Oui, bien en fait, la page va venir à la sur découverte le de site. l'univers. Oui, c'est ça, la page va venir. Il y a déjà des ressources qui existent, mais il faut faire un peu, regarder tout ça, les voir lesquelles sont appropriées, voir un peu, s'assurer que tout est correct. Et il y a un travail qui va être fait. Donc, éventuellement, sur la page à la découverte, sur le site à la découverte de l'univers, on va avoir une page qui va inclure
des ressources en astronomie autochtones qui existent déjà et on va faire un peu une sélection, s'assurer Je que c'est pertinent pour les enseignants aussi. pense juste Merci, que Pierre. je pense juste que l'IAU, donc l'Union astronomique internationale, a vraiment, ça fait partie vraiment des thèmes qui les intéressent. Donc ça pourrait être intéressant justement de connecter tout ça, pas enfin voilà, que ce soit fait au Canada, mais en lien avec, tout l'effort de l'IAU par rapport, à la question de la Effectivement. culture autochtone. Parce qu'ils en Oui, ont parlé, effectivement. lors du colloque Astro-Édu il y a 2 ans et Mhm. je sais pas trop où ça en est, mais si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec les gens de la commission enseignement si vous n'êtes pas déjà en contact. Parce que ça serait bien justement de le connecter dans les différents pays. Il y a Je sais qu'il y a quelques très peu de pays, je pense qu'ils les incluent, là, Sanpo, c'est ça qu'il avait remarqué aussi, qu'il y avait très peu de pays qui avaient des connaissances, que il les y a connaissances l'Australie, autochtones étaient, il y avait l'Australie, le logiquement. Canada Ouais. et je pense qu'il y en Mais avait un autre, je m'en souviens faudrait plus. qu'il y en ait La, plus. la Nouvelle-Zélande aussi. Mm. Liliane, vous voulez rajouter quelque chose? Je trouve ça très intéressant, Julie, ce que vous dites, puis j'espère qu'on va pouvoir se connecter. Moi, je suis contente parce que je ne vous connaissais pas, là. Je Non, c'est connaissais ça. Pierre, mais je ne vous Mm. connaissais pas, fait que je suis très heureuse, puis j'espère qu'on va pouvoir se connecter parce que j'ai un peu aussi cette idée-là dans le tableau ST, qui est le tableau de pratique gagnante, aussi d'intégrer des savoirs autochtones, si possible. Nous, on vient d'engager à notre faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa 2 nouvelles professeurs qui sont elles-mêmes autochtones. Mais malheureusement, ce qu'on observe, c'est que les Autochtones ont été beaucoup plus acculturés au niveau anglophone et les communautés francophones, francophiles, autochtones, canadiennes sont de plus en plus rares, même les Algonquins qui traditionnellement, anciennement parlaient le français, maintenant ont décidé d'aller plus vers l'anglais. Donc, les jeunes apprennent de moins en moins le français, malheureusement, sauf certaines communautés qui sont francophones. Donc ça, c'est un peu une perte au niveau de la francophonie, je l'avoue. Mais ce qui n'empêche pas nos francophones, puis nos franco-ontariens, puis nos Québécois, puis nos franco-canadiens d'apprendre sur ces savoirs autochtones-là dans la langue française. Donc, il y a des traductions, des ressources valides au niveau du français sur les savoirs autochtones, les savoirs indigènes. Merci beaucoup. Je veux juste dire un gros merci et bonne journée. Merci à vous. Eh bien, merci à tous.